Fin 2021, les livreuses et les livreurs de la compagnie Smood se mettent en grève. Leur objectif, obtenir de meilleures conditions de travail. Il faut dire que leur quotidien est peu ragoûtant. De maigres salaires, des horaires peu pratiques, l'obligation de se lever à 4 h du mat pour voir sur une application si on aura du boulot, le travail du dimanche qui n'est pas majoré, des pourboires qui sont retenus, bref, des conditions de travail d'un autre âge. Épaulé par le syndicat UNIA, le mouvement prend vite de l'ampleur et gagne toute la Suisse romande. Une majorité des employés cessent le travail pour amener Smood à négocier, alors que l'entreprise refusait jusque-là tout dialogue. Ils seront soutenus par des partis politiques de gauche et une pétition réunissant plus de 12 000 signatures. Après plus de 6 mois de lutte, Smood signera bien un accord pour une convention collective de travail, pas avec UNIA, mais avec un autre syndicat, Syndicom. Malheureusement, au final, peu d'améliorations pour les salariés, la plupart des revendications de base passant à la trappe suite à ces négociations. On présente souvent cette ubérisation du travail comme un problème inédit et contre lequel il faudrait trouver des solutions nouvelles. Mais la sous-traitance, la course vers le bas, la destruction d'acquis, de conditions de travail qui allaient de soi, tous les moyens de se faire une meilleure marge, tout ça n'a absolument rien de nouveau. Du côté des employés non plus, cette séquence n'est pas totalement inédite. Depuis toujours, les avancées sociales n'ont été possibles que grâce à des grèves, des mobilisations, des syndicats plus ou moins radicaux, des militants et des partis qui représentent la voix des travailleurs. Les tendances qui sont apparues avec l'arrivée du capitalisme et du travail salarié tel qu'on le connaît ont en effet toujours impliqué des conflits, des retournements, des va-et-vient, des améliorations, des appauvrissements, de la répression et j'en passe. C'est ce qu'on va voir dans la première vidéo de cette série consacrée à l'histoire du mouvement ouvrier suisse. Bienvenue! Certains vont se demander, mais à quoi bon s'intéresser à un tel passé aujourd'hui? Bah ouais, les ouvriers ça n'existe plus d'abord, les travailleurs non plus. Maintenant on parle de collaborateurs et de collaboratrices. Il n'y a plus vraiment de pauvres, plus vraiment de riches, juste une classe moyenne inférieure et une classe moyenne supérieure. C'est vachement bien fichu. Après tout, ici c'est banque, horlogerie et chocolat. Tout le monde est plein aux as et on est dans le top 10 des pays les plus heureux du monde. Mais vous savez bien que cette prospérité est en réalité très mal répartie. Bon, c'est vrai que ça peut être bien confortable, facile, rassurant de se dire ça. Mais ça nous fait oublier en quoi les problèmes du monde extérieur nous concernent aussi, en quoi leur histoire et la nôtre sont connectés déjà. Et puis, c'est une bonne manière de dissimuler les tensions sociales que la Suisse, comme le reste du monde, a connues et connaît encore. C'est un problème que l'orateur socialiste Johann Jakob Treichler dénonçait déjà en février 1846. Déjà à l'époque, on entendait qu'il n'y avait pas de prolétariat en Suisse, que personne n'y mourait de faim et de froid, qu'une égalité parfaite y régnait. Pourtant, disait Treichler, il y a bien dans le pays une classe de milliers de frères fustigés, cravachés par le destin, dont la misère courbe la nuque sous son joug de fer, dont la vie est une longue chaîne de malheurs, de souffrances et de détresse, de gens qui vivent au jour le jour et qui n'ont que leur force de travail pour survivre, bref, un prolétariat. Et c'est inévitable qu'une telle classe émerge avec la généralisation du travail salarié, l'industrialisation et le développement du capitalisme. En effet, au début du 19e siècle, la Suisse voit sa production artisanale se mécaniser progressivement, comme ses voisins. Suivant les secteurs, c'est même l'une des premières régions, après l'Angleterre et les Pays-Bas, à entrer dans la révolution industrielle, s'appuyant notamment sur des proto-industries comme l'horlogerie, qui resteront une spécialité suisse jusqu'à nos jours. Avec la fin des guerres napoléoniennes en 1815, l'Europe avait retrouvé un statu quo relativement stable par rapport aux grands conflits qui avaient déchiré le continent, créant une période propice à l'industrie et au commerce. C'est particulièrement le cas en Suisse, petit pays agricole qui se tient en plus à l'écart des affaires des grandes puissances qui l'entourent. Le travail manuel peine à rivaliser avec les nouvelles inventions qui viennent d'Angleterre, et la concurrence pousse la production textile à adopter les métiers à filer et à tisser mécaniques qui décuplent la productivité. Mais cette hausse de la productivité, inédite dans l'histoire humaine, ne bénéficiera pas directement à l'immense masse des gens qui travaillent. Ce seront surtout les propriétaires des industries,
les habitants aisés des villes disposant d'un certain capital qu'on appelle les bourgeois qui en tireront profit. Ainsi, à côté des propriétaires terriens, naîtra la classe dite de la bourgeoisie industrielle. Elle accumulera le capital dégagé par la hausse de la productivité des industries qu'elle possède et arrachera petit à petit en Europe le pouvoir politique des mains des propriétaires terriens et des anciennes élites. En arrière-plan des chamboulements politiques du siècle, on décèle l'ascension de la bourgeoisie. La régénération libérale de 1830, qui cède ensuite le pas à la révolution radicale à la fin des années 1840, porteuse d'une autre vision de l'État fédéral et des rapports sociaux. C'est donc la classe ouvrière naissante, arrachée au travail de la terre et attirée dans les nouvelles fabriques, qui produit la richesse de cette nouvelle classe dominante. D'abord surtout dans les industries textiles. Jusqu'alors, la production artisanale et les débuts de la production industrielle se faisaient dans de très petites unités de production, ou au domicile même du travailleur. Le travail est alors payé à la pièce. Au XIXe siècle apparaît le salaire, une paie alors hebdomadaire à la façon de ce qui se faisait dans l'armée. Ce salaire est souvent si dérisoire que toute une famille doit travailler pour subsister, y compris les enfants. D'où le grand nombre d'enfants et de femmes que l'on trouve dans les usines à cette époque. Par exemple, dans le canton de Zurich, sur 5000 fileurs recensés en 1827, près de la moitié sont des enfants, alors que les journées de travail vont de 14 à 16 heures par jour. En 1869, en Turgovie, on parle même d'une fabrique de planches, une scierie, où la journée de travail atteint les 19 heures sur 24. Aujourd'hui, ça nous choque, mais en 1858, quand on envisage de combattre le travail des enfants, la commission scolaire de la commune de Theux s'affirme que « on va décidément trop loin ». Pendant des années, nos enfants ont travaillé 14 heures par jour dans les fabriques et ça ne les a pas empêchés non seulement de rester en bonne santé, mais encore de croître en stature et en vigueur. Le travail n'est pas si difficile, dit-on, et si les enfants obtiennent davantage de temps libre, on a peur qu'ils en profitent pour faire des sottises. Contre ces chamboulements économiques et sociaux, les réactions sont d'abord spontanées et désorganisées. Peut-être la première grève du genre dont on ait la trace en Suisse prit place en 1813 à Niederlens, en Argovie. Les ouvriers d'une filature refusent de continuer à travailler pour le même salaire, ce qui provoque l'intervention des pouvoirs publics pour leur faire respecter leur contrat. On voit aussi des manifestations de ludisme, qui sont des actions de lutte contre l'industrialisation, lors desquelles on essaie carrément de bloquer, voire de détruire des machines. Les tisserands de l'Oberland zurichois avaient contribué à la chute du gouvernement conservateur en 1830 avec le mémorial d'Uster, mais leur demande d'interdire les machines à tisser ne fut pas suivie par la nouvelle assemblée libérale. 2 ans après, en 1832, des ouvriers refusent l'arrivée des machines et des conditions de travail qui vont avec, manifestent vers l'atelier Korody et Pfister et parviennent à y mettre le feu. C'est le fameux incendie d'Uster. Mais durant toute la première moitié du XIXe siècle, les travailleurs peinent à joindre leurs forces efficacement. En effet, de nombreux facteurs les isolent. Le travail à domicile domine encore et ne disparaîtra complètement qu'au début du XXe siècle. Les premières fabriques sont plutôt petites et dispersées dans les zones rurales. Ça restera d'ailleurs un trait distinctif de l'industrialisation en Suisse, où l'on évitera généralement les énormes exploitations industrielles concentrées dans les villes. En plus, les voyages entre régions étaient rares pour la population pauvre, ce qui ne facilite pas les contacts. Bref, cette classe de travailleurs urbains est tout juste naissante, dispersée, isolée face au capital industriel qui prend forme, et ce n'est que peu à peu qu'elle prend conscience de ses intérêts propres. Elle est aidée par certaines influences de l'étranger, à travers les réfugiés venus d'Allemagne et de France, où les mouvements démocratiques sont réprimés violemment, surtout autour de l'année 1848 et son cortège de révolution manqué. L'industrialisation touche tant de métiers et dégrade tellement les conditions de vie qu'il devient clair qu'il faudra s'unir et mener des actions collectivement pour pouvoir y répondre. Mais sous quelle forme ? Les premières associations de travailleurs sont formées par des anciens artisans affectés par la concurrence industrielle et la chute des prix qui en résulte, quand ce n'est pas la disparition d'industries entières. Différentes branches de métiers s'organisaient déjà en guildes de compagnons avec leurs traditions et leurs usages qui n'arrivent pas forcément à répondre aux défis de cette nouvelle ère. Ainsi, en 1838 à Genève, la société du Grütli est fondée par des ouvriers et artisans qui
qui cherchent à se coordonner par-delà les frontières cantonales, d'où ce nom. Les ouvriers, se sentant exclus de la vie politique en général, sont particulièrement attirés par le fonctionnement démocratique de l'association et les espaces de discussion qui existent en son sein. Elle grandit surtout entre 1845 et 1864. Son but est bien l'élévation morale et matérielle des ouvriers, surtout par l'éducation, comme son slogan l'affirme, par l'éducation vers la liberté. En témoigne la pratique de la gymnastique, du tir et du chant. Beaucoup de chant, dans une ambiance très patriote. Donc, plutôt que des discussions sur la lutte des classes, vous risquiez d'y trouver une chorale qui chante des hymnes patriotiques en suisse allemand. Oui, y compris en Suisse romande. C'est certes une association de classes, mais sans enthousiasme de prime abord pour la grande lutte des classes, même si elle finira par se lier à l'internationale ouvrière. En plus des œuvres de charité qui ont pu exister, il y a eu de nombreuses sociétés de secours mutuels, où les gens cotisaient pour aider ceux qui étaient dans le besoin, comme celle des menuisiers lausannois fondée en 1803 qui s'élargira aux autres professions, la Société de secours pour les ouvriers malades fondée à Vevey en 1827, celle des typographes lausannois en 1832 et tant d'autres. Avec le développement des idéologies socialistes qui demandent une réorganisation de la société qui soit plus rationnelle et équilibrée, ces sociétés de secours commencent à prendre un tour plus militant. Ainsi, l'association d'aide et de formation mutuelle fondée par Jacob Treichler en 1846. Il publiait dès 1845 la feuille de détresse et de secours, Not und Hulfsblatt, qui se trouve être le premier journal ouvrier de Suisse. Toutes ces associations mènent quelques grèves sporadiques et établissent des caisses de grève et d'assistance. Le prolétariat qui se constitue en Suisse est donc agité, prêt à manifester fortement pour changer les choses. Mais il est très désorganisé. L'agitation portée par des militants aguerris venus de l'extérieur peut donc être cruciale pour fédérer ces forces en formation, des militants allemands en Suisse allemande, des Suisses allemands en Suisse romande, où l'on trouve aussi des Français. Quand Weitling ou Treichler articulent une critique du capitalisme ou un plan politique, ça peut faire toute la différence pour déclencher le passage à l'action. C'est donc sur ces figures que la répression des pouvoirs en place va se concentrer quand le mouvement ouvrier prend de l'ampleur dans les cantons de Berne et de Zurich et devient explicitement socialiste. Les socialistes utopiques, comme on les appelle, ne soulevaient plus vraiment les foules. Les systèmes de Saint-Simon, Owen ou Fourier, où un grand savant redessinait une société parfaite garantie par la science, semblaient des réponses artificielles aux problèmes de l'époque. On trouve tout de même encore des éléments utopiques dans les systèmes de Wilhelm Weitling, très actif en Suisse, ou de Étienne Cabet, le premier à se définir comme communiste. Mais justement, même si tout ce socialisme est encore marqué par des idées romantiques et chrétiennes très ancrées, au tournant des années 1840, ces théories s'articulent de plus en plus autour de la classe ouvrière, en pensant que c'est son action, l'action politique des travailleurs coalisés, qui sera cruciale pour inaugurer une société socialiste. Le mouvement se fédère notamment dans la Ligue des bannis, comme son nom l'indique, fondée par des exilés allemands à Paris, parmi lesquels Wilhelm Weitling. Tailleur de profession, il considère que conspirer secrètement ne peut pas mener le socialisme à la victoire. Il faut passer par l'agitation sociale et, tôt ou tard, l'affrontement ouvert avec le système en place. Une part des membres fonde donc avec lui la Ligue des Justes, qui, une fois déménagée à Londres, deviendra la Ligue des communistes en 1847. Dès 1841, Weitling déploie une propagande socialiste intense en Suisse pour inciter ouvriers et artisans à se mobiliser. Habitué à la répression en Allemagne ou en France, il le fait plus ou moins clandestinement, jusqu'à ce qu'il soit arrêté et jugé à Zurich en 1843 dans un procès retentissant. Premier chef d'accusation, le blasphème. Le mélange d'éléments chrétiens et révolutionnaires ne plaisait pas. Deuxième chef d'accusation, conspiration politique, pour avoir cherché à former une armée révolutionnaire de, tenez-vous bien, 40 000 hommes. Dans une lettre saisie par les autorités zurichoises, Weitling se rend en fait compte que même s'il avait 40 000 communistes, ça ne suffirait pas à faire une révolution. Mais il estime qu'avec un tel nombre, je cite, on peut animer un parti puissant, publier des journaux et des livres en quantité, on peut avoir une certaine influence sur l'opinion publique. Marx et Engels rompront avec Weitling en 1846, le jugeant dépassé.
Mais ici, il augurait déjà le rôle central d'un parti révolutionnaire qui permettrait le changement de société, une idée qui sera importante par la suite chez eux. Weitling sera donc condamné et déporté, enchaîné vers l'Allemagne. De la même manière, le socialiste Johann Jakob Treichler organise des conférences qui ont tant de succès auprès des ouvriers que la police zurichoise lui interdira de parler publiquement du socialisme ou du communisme. Il inspirera même la fameuse loi du bâillon, ou loi muselière, qui interdit notamment d'exciter, à propos de l'inégalité de la propriété, une classe de citoyens à la haine contre une autre classe. Donc, pas le droit de parler des inégalités, c'est plus simple que de les résoudre. Les contrevenants encourent jusqu'à 1000 francs d'amende et 2 ans de prison, la dissolution des associations concernées, ainsi que l'expulsion pour les étrangers impliqués. En février 1848, Marx et Engels publient le fameux manifeste du Parti communiste, ce qui alimente forcément les craintes des pouvoirs en place. Le 18 février 1850, des représentants des sociétés ouvrières allemandes se réunirent à Morat, dans le canton de Fribourg, pour se doter d'une nouvelle organisation centralisée. Le Conseil fédéral les fit arrêter, dans un coup de sac qui conduira à l'expulsion de 558 d'entre eux. Ce qu'il reste des associations ouvrières est placé sous surveillance policière. Un coup dur pour le mouvement suisse, qui mettra des années à s'en remettre, mais en prenant conscience avec une force croissante de la nécessité d'établir des organisations plus structurées et plus résilientes, telles que les syndicats et les coopératives, qui vont proliférer dans les décennies suivantes. La Suisse n'est donc pas coupée des mouvements socialistes et communistes qui émergent en Europe. Elle est d'ailleurs une scène de premier plan dans leur organisation et leur répression. Les radicaux conquièrent le pouvoir au cours des années 40 et sortent vainqueurs de la guerre du Sonderbund, les coups des franches pour reforger l'État fédéral, suivant leur idéal centralisateur, le dotant d'une nouvelle constitution en 1848. Les barrières intérieures au commerce sont supprimées et l'on voit naître un capitalisme plus homogène à l'échelle nationale, notamment pour le marché du travail. Auparavant, les ouvriers n'avaient pas le droit de s'installer où ils voulaient, mais ça défavorisait forcément l'industrie. Donc, entre 1866 et 1874, les barrières à la liberté d'établissement des ouvriers sont également levées. C'est dès 1850 déjà que les industries ne se limitent plus au textile et que l'on voit un boom industriel, qui implique la création d'entreprises que l'on connaît encore aujourd'hui, comme la SIG ou le Crédit Suisse. C'est également durant cette période que le pays commence à être relié par le réseau de chemin de fer. Les premiers syndicats sont locaux et sectoriels, à l'image des sociétés de compagnons, et certains secteurs sont donc bien mieux représentés que d'autres. Dans l'horlogerie par exemple, à la Chaux-de-Fonds, un syndicat de monteurs de boîtes parvient à remporter une grève en 1852. Il faut dire que l'horlogerie jurassienne fonctionnait beaucoup suivant le système des établissages. La production d'une montre était divisée au sein d'un très grand réseau de sous-traitants qui se spécialisaient dans différentes parties et travaillaient souvent à domicile, ce qui pouvait isoler les travailleurs les uns des autres, mais qui ici a surtout favorisé les interactions et peut-être une certaine indépendance d'esprit. En partie à cause de cela, le milieu ouvrier jurassien gardera une tonalité très militante et un peu libertaire. Aussi, comme un peu partout, les typographes furent des pionniers de l'organisation des travailleurs. Ce n'est pas très étonnant. Comme leur métier consiste à arranger des caractères d'impression, ils savent lire et écrire, ce qui est un atout énorme pour se coordonner. On leur trouve des caisses de secours dès 1820 et en 1857, ils parviennent à former une fédération suisse des typographes. Une autre forme d'action collective pour améliorer le sort des travailleurs fut la coopérative. Que ce soit des coopératives de consommation où l'on essayait de se procurer des denrées moins chères en organisant l'achat et le transport en commun, ou des coopératives de production où les travailleurs associés essayaient de travailler, de produire, sans l'aide des bourgeois. Mais face à la concurrence des entreprises capitalistes, la plupart ne subsistent pas longtemps. En Europe, les travailleurs se remettent lentement de la répression de 1848. En 1864 est formée l'Association internationale des travailleurs, qui prend le relais de la Ligue des communistes, dissoute en 1852. Le rôle de Karl Marx y est important, et par son soutien international à divers mouvements ouvriers, elle acquiert une renommée qui dépasse largement ses effectifs. Mais la simple idée d'une capacité internationale de mobilisation et de coordination des ouvriers semble terrifier la bourgeoisie.
Le succès de l'AIT en Suisse était difficile à mesurer car les adhésions à celle-ci se faisaient par section locale. Le succès de la grève du bâtiment de 1868 à Genève suscita une masse d'adhésions. L'échec d'une grève des teinturiers à Bâle, une année plus tard, fait chuter les effectifs. Mais en Suisse, elle n'aurait pas compté plus de 6 000 à 8 000 membres. Elle connut plus de succès en Suisse romande, avec 22 sections pour seulement 4 en Suisse allemande en 1867. Cette première internationale disparut dans les années 1870 suite à la répression qu'elle subit en raison de son soutien à la Commune de Paris de 1871. Mais aussi en raison de divisions internes lorsqu'en 1872, elle se sépare en deux groupes, l'un suivant Marx et l'autre Bakounine. Le deuxième formera, à Saint-Imier dans le Jura, l'Internationale anti-autoritaire. L'emplacement géographique n'est pas un hasard. Kropotkin racontera ainsi dans ses mémoires que c'est le bon sens de nos fameux horlogers jurassiens qui l'avait converti à l'anarchisme. Cependant, les deux internationales disparaîtront en 1876 et 1877. Dans le manifeste du Parti communiste, Karl Marx suggérait qu'en Suisse, il fallait soutenir les radicaux, selon lui les plus proches des intérêts ouvriers par rapport aux conservateurs et libéraux. Dans leur idéal démocratique, centralisateur, d'un État plus rationnel, on peut voir la bourgeoisie dans sa phase progressiste. Et ces radicaux ont encore une aile bien ancrée à gauche, qui va plus loin, qu'on a presque envie de qualifier de socialiste ou en tout cas de socialisant, comme le Neuchâtelois Robert Comtesse ou le Genevois Georges Favon. Une figure aussi importante que Henri Druet défend un socialisme vrai qui, tout en tenant compte des droits et des intérêts de l'individu, les subordonne à ceux de la société qui les garantit et les protège. À ne pas confondre, d'après lui, avec le méchant communisme. Et il n'hésite pas à réclamer le droit au travail, une revendication qui ressurgira souvent dans le mouvement ouvrier. Et dans leur tentative de représenter toute la société, les radicaux essayent de récupérer une part du mouvement ouvrier. Par exemple avec Pierre Coulery, qui militait pour des réformes améliorant le sort du prolétariat à travers son journal hebdomadaire Le Travailleur, publié dès 1851. Il avait rejoint le Parti radical et siégé sous cette étiquette au Grand Conseil neuchâtelois jusqu'en 1863. Mais à courtiser les conservateurs tout en faisant du pied à la classe ouvrière, les radicaux ne parviendront pas à tenir le grand écart, et leur mainmise sur la scène politique va se morceler progressivement. Pierre Coulery, par exemple, quittera le Parti radical en 1865 pour rejoindre l'Association internationale des travailleurs. Puis, ils fondent un parti, la démocratie sociale, avant de rejoindre les libéraux, pour finir par retourner chez les radicaux. Son parcours mouvementé illustre parfaitement une chose. Dans les parlements, le mouvement ouvrier est orphelin. Il est obligé de se tourner tour à tour vers l'un ou l'autre des partis qui voudra bien défendre ses intérêts, parmi ceux d'autres classes. Et cette absence de parti ouvrier se fait cruellement ressentir. En 1870, Hermann Grölich tenta de fonder un parti social-démocrate suisse, qui disparut très vite. Mais 3 ans plus tard, il participe aussi au premier congrès ouvrier suisse qui aboutit à la première fédération ouvrière du pays, qui inclut des sections du Grütli, des organisations locales et cantonales, des sections de l'Internationale et 5 sections de la Fédération jurassienne. Avec l'organisation des ouvriers viennent aussi des améliorations. En 1864, les ouvriers du textile glaronnais obtiennent la journée de 12 heures. Dans l'arène politique, l'hégémonie des radicaux est défiée par le mouvement démocrate, leur premier parti étant fondé en 1867. Ils demandent plus de démocratie directe, plus d'intervention de l'État dans l'économie, notamment par des monopoles, l'extension des droits du peuple et certaines réformes sociales. En Suisse allemande surtout, le mouvement ouvrier se rangera parfois derrière ces partis, pas vraiment socialistes. Le mouvement ralentit beaucoup après avoir contribué à l'instauration de la Constitution fédérale de 1874, qui accorde notamment le droit d'initiative populaire. Cette nouvelle constitution permet aussi de prendre des mesures plus étendues à l'échelle nationale, par exemple la loi sur les fabriques de 1877. Limitant la durée de travail à 11 heures par jour, elle encadre la responsabilité civile des employeurs en cas d'accident et limite le travail des enfants. Des industriels lancèrent un référendum, mais la loi passa de justesse. C'est difficile d'y voir une pure victoire du camp ouvrier ou des bons sentiments de la bourgeoisie. La campagne a surtout montré les tensions entre les capitalistes partisans d'un libre marché total
et ceux qui pensent que le capitalisme devrait être aménagé par l'État, surtout dans une période de restructuration de l'industrie et de concurrence internationale. Des entrepreneurs tout-puissants qui ont la loi et les politiciens à leur service, un mouvement ouvrier peu organisé composé de travailleurs dispersés et qui n'ont pas le pouvoir sur leur travail. Quand on regarde Smoot et compagnie, on voit qu'aujourd'hui une partie du patronat cherche de plus en plus à revenir à un tel système, sans règles, où chaque travailleur est isolé, atomisé, entre autres pour empêcher toute organisation. Ce qui les a tenus en échec jusque-là, ce sont deux choses. D'abord, que la classe ouvrière développe une conscience de classe, c'est-à-dire prendre conscience que vous formez une classe économique à part, qu'en tant que travailleur, vous avez certains intérêts dans ce système économique et qu'ils sont en conflit avec les intérêts du patronat, des capitalistes qui vous exploitent. Et ensuite, d'assumer de participer à une lutte pour l'amélioration de ces conditions de travail. Mais tout ça n'est possible que par l'organisation, grâce à des associations, des syndicats, des partis combatifs et bien décidés à peser sur ce bras de fer. Nous vous laissons pour l'instant à la fin du 19e siècle, au moment où de telles organisations prennent pied. L'histoire de la Suisse moderne fut rythmée par les mouvements politiques qui cristallisent les transformations de la société. Les libéraux l'emportent à la Régénération de 1830 avant d'être balayés par les radicaux en 1848 et leur vision plus radicale de la démocratie. À la fin du 19e siècle, les syndicats se multiplient et le mouvement ouvrier va à son tour former des partis qui articulent un nouvel idéal politique de justice sociale. Ces partis ouvriers vont chercher à réformer le système politique et inventer une nouvelle organisation économique de la société, dans lesquelles, espère-t-on, les promesses de la démocratie pourraient véritablement se réaliser. La lutte des classes va ainsi s'intensifier en Suisse, et ce jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. A très vite sur Voix Populaire.